Catherine, vous êtes psychologue et psychanalyste. Vous êtes l'autrice de Amour et crise dans la famille recomposée, les enjeux psychiques de la recomposition familiale. Dans ce livre, vous décrivez ce qui se joue inconsciemment dans la recomposition familiale, que ce soit du côté des adultes ou des enfants, et comment ces enjeux cachés peuvent causer du tort à ces nouvelles familles. Dans cette interview, vous allez donc nous décrire ces processus inconscients, mais aussi nous apporter des pistes et des réponses pour que chacun puisse s'épanouir dans la famille recomposée. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qui est à l'œuvre inconsciemment dans la rencontre amoureuse, préambule de toute famille recomposée, donc dans la rencontre amoureuse de deux personnes, et le rôle de l'Oedipe et ce qu'il est, selon qu'il ait été résolu ou pas? Alors, là, on ne peut pas parler de la rencontre amoureuse sans parler du fait que finalement nous sommes faits pour l'amour. Aimer et être aimé sont des besoins qui dérivent de l'inachèvement du petit homme, du fait que l'une des particularités de l'être humain, c'est de naître prémature, c'est-à-dire dans l'impuissance à nous débrouiller tout seul et dans la nécessité d'une présence pour nos besoins fondamentaux, mais aussi pour nous prodiguer de l'amour, puisque sans cet amour, nous ne pourrions pas vivre. Donc en fait, finalement, ce besoin primitif va nous suivre toute la vie. C'est ce qui fait que finalement, on va chercher l'amour tout le temps. Et on va rencontrer dans notre vie, finalement, assez peu de fois ce qu'on appelle véritablement l'élu. On peut faire beaucoup de rencontres, hein, on peut avoir des tas de relations, mais l'élu, finalement, c'est quand même assez rare. Et l'élu, il est paré de qualité. Quand je dis de qualité, c'est pas forcément d'être beau, d'être intelligent, etc. Mais c'est plutôt des qualités que notre inconscient va reconnaître. Freud disait que on ne trouve pas cet élu, mais on le retrouve parce que quelque part, effectivement, il y a quelque chose de notre enfance qui va jouer dans la rencontre avec une personne. Donc, forcément, la forme que prennent nos liens d'amour se tricotent dans notre enfance. Notre choix amoureux raconte quelque chose de notre façon de nous séparer, avec plus ou moins de réussite, de nos premiers objets d'amour, qui sont ceux de l'enfance. Et la traversée de l'Oedipe, il prend sa part, forcément. Alors, entre parenthèses, je ne pense pas qu'on finisse un jour complètement ce travail psychique commencé dans l'enfance qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Je pense qu'il est toujours plus ou moins au travail. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être que ça nous laisse un peu plus tranquilles, mais je ne pense pas que ça s'arrête dans l'enfance, qu'on puisse dire que à partir d'un certain âge, on devrait être sorti de l'Oedipe. Je pense que finalement, ça nous travaille tout au long de la vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'est l'Oedipe? Parce que tout le monde ne le sait pas. On l'entend parfois, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Finalement, c'est l'amour que l'on porte à nos parents quand on est petit enfant. C'est les petits garçons qui veulent se marier avec leur maman, les petites filles avec leur papa. Mais tout le travail psychique que l'enfant a à faire, c'est finalement, à un moment donné, de renoncer
à se marier avec papa ou maman pour pouvoir finalement imaginer faire sa vie avec quelqu'un d'autre, n'importe qui, sauf les figures de l'enfance qui sont celles des parents, des frères et sœurs, enfin bon, finalement toutes les personnes qui sont frappées du tabou de l'inceste. Voilà. Le complexe d'Oedipe, ça nous parle effectivement du tabou de l'inceste, de l'angoisse de castration, puisque la culpabilité qui peut être ressentie à aimer son père ou sa mère, alors qu'on sait que il y a, en ce qui concerne la mère, une tierce personne qui est le père, ça provoque des angoisses de castration, la castration étant la punition de finalement avoir des désirs interdits. Donc voilà, on va dire pour faire court, c'est tout ce travail psychique par rapport à nos premiers objets d'amour que l'enfant traverse quand il est petit. Mais encore une fois, moi, je pense que ça continue tout au long de la vie, alors de manière plus ou moins importante. Mais justement, dans certaines circonstances, comme la recomposition familiale, on va voir qu'il y a des fortes résurgences de toutes ces problématiques oedipiennes. Donc, quand on est dans l'Oedipe, pour faire beaucoup plus simple, beaucoup plus grand public, on va dire, c'est par exemple, si je suis une femme, chercher un homme qui soit comme papa. Ça peut être ça, mais ça peut être beaucoup plus masqué que ça. Oui, là c'est vraiment ça peut être, voilà, ça c'est on va dire, oui, c'est peut-être un peu caricatural, mais ça peut être ça. Quelquefois, c'est beaucoup plus sournois, mais voilà, ça va se révéler par un certain nombre de choses. Et je vous dis, dans la recomposition familiale, le fait qu'on se retrouve quand même dans une configuration qui n'est pas banale, puisque on va se retrouver père, belle-mère, ex-femme, dans un nouveau trio qui peut avoir des résonances avec le trio de l'enfance. L'enfant face à ses deux parents, ou dans la recomposition, il y a un autre trio qui peut être source aussi de résurgence de l'infantile, c'est père, enfant, enfin bel-enfant et belle-mère par exemple. Voilà. Il y a différents trios qui se reconstituent dans la recomposition, dans la famille recomposée, qui vont réveiller des affects infantiles justement parce que finalement on se rend compte que l'Oedipe est toujours au travail et qu'il y a toujours des choses à travailler finalement. Alors justement, dans les différentes expériences amoureuses qu'on peut avoir et les différentes familles recomposées qu'on peut éventuellement créer, est-ce qu'on met en place inconsciemment des comportements qui nous font rejouer les mêmes scénarios? Et comment projetons-nous nos expériences passées sur les nouvelles personnes de la famille composée? Et si vous pouvez nous donner quelques exemples de ça. On a toujours tendance à retrouver finalement dans le couple, enfin dans le choix de cette personne-là que j'appelle l'élu, on a tendance à retrouver soit finalement quelque chose qu'on a envie de reproduire,
des liens à nos parents ou du modèle parental, ou alors au contraire, on a envie de le fuir et on a l'impression de choisir quelqu'un qui est très 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 loin de tout ça. Souvent, on se rend compte que même quand on a l'impression d'avoir choisi quelqu'un qui est très loin de tout ça, finalement, il y avait quelque chose de très familier chez lui qu'on n'avait pas repéré tout de suite, mais qui finalement a été déterminant dans la rencontre avec cette personne. Donc il y a toujours de toute façon des choses dans le choix de l'élu qui nous ramènent à l'enfance, qu'on le veuille ou pas. Donc évidemment, plus on est lucide sur tout ça, plus on est conscient d'un certain nombre de choses, moins on prend le risque de rejouer des scénarios malgré nous. Donc c'est vrai que le fait d'avoir fait un travail sur soi avant de rencontrer la personne avec qui on va constituer un couple et une famille, ça aide à repérer les choses qui peuvent se rejouer. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, dans la recomposition familiale, on peut aussi se faire surprendre du fait de cette configuration qui est très spéciale. Autant il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une certaine conscience quand on se met en couple. Quand on recompose, c'est encore autre chose. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément prévues au départ. Alors, dans votre livre, d'ailleurs, vous avez consacré un livre entier à ça, à la place de la belle-mère. Je crois que vous l'avez appelé la marâtre, qui est un mot qui donne pas envie. Et vous avez donc voilà, consacré un livre entier à ça. En quoi la place de la belle-mère est-elle si particulière? Pourquoi cette mauvaise image de la belle-mère? Rien que le mot, c'est vrai, ça nous évoque souvent quelque chose d'assez désagréable, alors qu'il n'y a pas de raison. Et quels enjeux particuliers peuvent exister entre la belle-mère et la belle-fille? Alors, c'est vrai que la marâtre n'a pas vraiment une bonne réputation. Même si on l'appelle belle-mère, elle se traîne quand même la réputation de la marâtre. Ça fait assez longtemps que c'est comme ça, alors que les parâtres, ils ont plutôt échappé à cette réputation-là. Alors probablement parce que historiquement, bon, si vous voulez, les beaux-pères ont eu plutôt le beau rôle dans la mesure où quand une femme se retrouvait seule avec des enfants, finalement pouvoir se remarier, avoir à nouveau un homme qui puisse prendre en charge les besoins du foyer, c'était une chance. A contrario, un homme qui se remariait souvent après un veuvage, finalement, on avait l'impression, du fait que pendant toute une période, la marâtre finalement pouvait hériter de tous les biens de son époux et les enfants du mari en étaient déshérités. Finalement, elle apparaissait comme celle qui allait évidemment déposséder les pauvres enfants, ne pas les aimer, vouloir les éliminer. Donc je pense que c'est à partir de ces questions de droit qui est née la mauvaise réputation de la marâtre. Bon, ça a été en plus alimenté par les contes de fées qui, effectivement, la montraient sous cet aspect-là. Donc finalement, c'est bien rentré dans l'imaginaire collectif, et même si aujourd'hui les femmes n'ont plus grand-chose à voir avec tout ça, finalement elles se trimballent encore la sale réputation
souvent celle de voleuse de mari et puis de voleuse d'enfants. Et on a du mal à imaginer d'emblée que les belles-mères vont pouvoir aimer leurs beaux enfants ou être suffisamment bienveillantes avec eux. Voilà, c'est encore très ancré dans l'imaginaire collectif qu'elles sont forcément mauvaises dans l'histoire, quoi. Et quel est du coup le lien particulier qu'il y a entre une belle-mère et une belle-fille? Bah, il y a aussi beaucoup, parce que dans les contes, finalement, c'est souvent des histoires de marâtres et de belles filles qui nous sont racontées, C'est hein, vrai. Comme dans Blanche-Neige. Cendrillon, Blanche-Neige, voilà. C'est toujours, il y a toujours une rivalité féminine en plus du fait que on nous montre la belle-fille comme étant une beauté qui va supplanter celle de sa belle-mère. Donc bon, c'est un peu comme ça que les choses sont regardées. Ce qui ne veut pas évidemment dire qu'il n'y a pas de rivalité féminine entre une belle-mère et sa belle-fille. Ça peut exister, effectivement. Comme ça peut exister aussi entre les mères et les filles. Et ça peut être ressenti, même si ça n'existe pas, ça peut être ressenti. Bon, quand c'est ressenti, voilà, ça peut ne pas déboucher sur un drame ou sur forcément voilà, quelque chose d'insurmontable. Mais moi, je dirais, ça peut ne pas être pire que entre mère et fille. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, vu la réputation qu'ont les belles-mères, et vu le fait que dans une famille recomposée, tout est exacerbé. C'est-à-dire, il se passe finalement à peu près les mêmes choses qui se passent dans une famille ordinaire, mais tout est exacerbé. Pourquoi? Bah, tout est exacerbé parce que justement, il n'y a pas l'évidence qu'il peut y avoir dans une famille ordinaire avec les parents, avec la fratrie. Même si dans les familles qu'on dit ordinaires, euh, il y a des affects très violents parfois. Enfin, il y a des déchirements entre parents et enfants, il peut y avoir des déchirements dans la fratrie. Mais dans la famille recomposée, du fait qu'il n'y a pas cette légitimité des liens, tout est ressenti de manière plus exacerbée. Ouais. Pour aller un peu plus loin dans la famille recomposée, comment le partenaire, donc on va l'appeler comme ça, le partenaire qui accueille dans sa famille le nouveau conjoint, ou la nouvelle conjointe, doit-il se positionner par rapport à ses propres enfants et par rapport à la personne qui rejoint la famille? Quelle place pour chacun? Je pense qu'effectivement, la place du parent, c'est-à-dire, bon, quand on prend par exemple une famille où il y a l'homme qui est le père d'un ou plusieurs enfants qui se remarie avec une seconde épouse, je pense que la position qu'il va prendre, lui, dans la recomposition familiale, elle est vraiment importante dans la mesure où c'est lui qui va aider sa nouvelle épouse à prendre sa place. C'est lui qui va, euh, par sa façon de prendre la parole, pouvoir permettre que ses enfants respectent sa nouvelle épouse en tant que adulte du foyer, c'est-à-dire partenaire pour lui dans l'éducation de ses enfants. Euh, c'est lui qui va voilà, demander à ses enfants que, même s'ils ne sont pas obligés d'aimer leur belle-mère, qu'au moins ils la respectent, qu'ils respectent sa parole et le fait
que le couple, c'est le socle de la famille. Euh, alors d'autant plus quand ce couple-là a un nouvel enfant, voilà, il faut qu'il y ait quand même une cohérence suffisante pour que tous les enfants aient le sentiment d'être élevés, éduqués de la même façon. Il ne peut pas y avoir d'éducation à deux vitesses. Voilà. C'est pire encore quand il y a des enfants des deux côtés et puis que d'autres enfants naissent du nouveau couple. Il ne peut pas y avoir une éducation pour chaque série d'enfants, je dirais, qui sont nés de lits différents, comme on dit. Donc il faut qu'il y ait, dans cette nouvelle famille-là, il faut vraiment se dire que tout part du socle que constitue le couple pour former cette famille avec le plus de cohérence possible. Et on précise bien sûr que ça marche pour les hommes et pour les femmes. On a pris l'exemple d'un homme qui accueille une nouvelle femme, mais ça marche bien évidemment dans l'autre sens. Oui, je prends cet exemple-là parce que bon, c'est compliqué après quand on dit le parent, le beau-parent. Voilà, on a du mal à s'y retrouver, donc c'est mieux de donner des exemples, mais évidemment, ça marche dans les deux sens. Dans les deux sens. En quoi les enfants sont souvent les victimes des conflits intérieurs des parents sans le savoir ? Et comment le sentiment de loyauté vis-à-vis de l'un ou de l'autre des parents qui a été séparé s'exprime-t-il dans la famille recomposée ? En étant plus clair, comment finalement un enfant en fait peut en vouloir peut-être à sa nouvelle belle-mère ou à son nouveau beau-père par loyauté envers son parent qui a été abandonné. C'est pas exactement ça. Mais... C'est assez fréquent le conflit de loyauté que ressentent les enfants. Alors d'autant plus... bon, en même temps, c'est attendu, c'est un peu normal de ressentir ça. Et il faut pouvoir aider les enfants justement à ne pas se retrouver piégés dans un conflit de loyauté. Parce que c'est d'autant plus fréquent quand l'autre parent souffre toujours finalement d'être séparé, de ne plus voir forcément ses enfants tout le temps, de devoir laisser partir ses enfants, même si c'est juste un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Bon, il y a toujours une douleur du parent séparé qui fait que cette douleur-là, elle est vécue et ressentie par l'enfant, qui va avoir l'envie de protéger le parent qui souffre et donc ne pas s'autoriser finalement à se sentir bien dans la famille recomposée, ne pas se sentir bien en recréant des liens avec la nouvelle personne avec lequel son père ou sa mère s'est remarié, ni même à recréer des liens avec un petit frère ou une petite sœur qui peut naître du nouveau couple. Alors, c'est vrai que ça peut être très difficile pour le parent qui souffre de pouvoir accepter la recomposition de son ex-conjoint et le fait que son ou ses enfants va partager du temps dans cette nouvelle famille. Mais c'est pourtant nécessaire, parce que c'est vrai que plus le parent est dans la souffrance et dans la rancune et ne peut accepter que cette recomposition ait eu lieu, plus l'enfant va en souffrir. Donc il faut que les parents puissent faire eux-mêmes un travail qui leur permette cette acceptation, même si ça peut être très compliqué parfois, parce que finalement c'est leur enfant surtout qui en souffre. Et alors justement, que faire quand dans une famille recomposée, l'enfant par loyauté défend le parent abandonné? Bon, c'est pas le bon terme, mais c'est comme ça qu'ils se ressentent parfois. Comment faire pour qu'ils acceptent le nouveau beau-père ou la nouvelle belle-mère?
Bah, si vous voulez, il y a de toute façon un principe qui est ne pas brusquer les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, si on voit qu'un enfant est dans un conflit de loyauté, il faut rien faire euh, qui puisse aggraver ce conflit de loyauté. Il faut pouvoir parler avec l'enfant et lui dire que on peut comprendre ce qu'il ressent et que c'est difficile pour lui de pouvoir être, enfin, d'être confronté à la souffrance de son autre parent. Donc il y a finalement toute une, euh, euh, toute une période de dialogue nécessaire avec l'enfant qui lui-même est en souffrance. Euh, et quand je dis ne rien brusquer, c'est-à-dire que il va falloir accepter peut-être quand on est beau-parent une période d'hostilité de l'enfant, justement, qui est dans un conflit de loyauté et qui va le manifester alors, soit par sa douleur, éventuellement une dépression, mais parfois par de l'hostilité envers le beau-parent. Il faut pouvoir peut-être l'accepter, cette hostilité, sans se sentir attaqué dans sa personne, mais se dire que bah, finalement c'est la place qui est dérangeante, qui met l'enfant dans un conflit intérieur qui est compliqué à vivre pour lui. Euh, et ne pas justement surréagir comme peuvent le faire certains beaux-parents à cette hostilité ou quelquefois à l'indifférence évidente du bel enfant ou des beaux enfants quand ils viennent à la maison. Et que doit dire le parent qui est là, le parent de cet enfant? Bah, justement, le parent doit pouvoir non pas euh, réagir lui non plus de manière brusque à l'attitude de son enfant, mais essayer de comprendre que cet enfant, bah, finalement, il n'a pas demandé à vivre toutes ces choses-là. Il n'a pas demandé à ce que ses parents se séparent, il n'a pas demandé à devoir déménager parfois une semaine sur deux, changer de domicile. Il n'a pas demandé à devoir cohabiter avec une nouvelle personne. Il n'a pas non plus demandé à cohabiter avec parfois d'autres enfants qui, eux, sont là à temps complet, quand c'est les enfants de la belle-mère, par exemple. Donc, il faut comprendre aussi le travail psychique que cet enfant a à faire. Si en plus de vivre les choses de manière difficile, de voir son autre parent souffrir et d'être en empathie avec ce parent-là, et puis lui de devoir s'adapter à la nouvelle situation malgré ce conflit intérieur. En plus, il se fait engueuler le week-end parce que il n'a pas dit bonjour à sa belle-mère ou à son beau-père ou qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour être agréable. Euh, ça va ça va pas lui donner l'envie ni même la capacité de pouvoir surmonter ces affects qui sont douloureux. Donc il faut pouvoir l'accompagner. Et ça, les adultes, il faut qu'ils se comportent en adultes à ce moment-là. C'est-à-dire que même si c'est difficile pour le parent, même si c'est difficile pour le beau-parent d'être face à des enfants qui réagissent mal à tout ça, il faut pouvoir se dire qu'en tant qu'adulte, il faut les accompagner, les enfants, parce que eux, ils sont en train de grandir, ils sont en train de ils sont en plein développement, ils sont en train de se constituer comme personnes, et donc il faut pouvoir les accompagner. Alors, vous évoquez d'autres situations, comme le statut d'enfant roi qui existe parfois dans certaines familles. En quoi cela est-il un danger pour l'enfant et pour la famille? Et quelle place pour chacun, les adultes et les enfants? Alors moi, je parle pas vraiment d'enfant roi. J'en parle d'ailleurs jamais, je crois, parce que je trouve qu'il y a dans cette expression, voilà, quelque chose qui nous fait penser que justement on a affaire à un enfant qui est traité comme un roi, alors que finalement on est face à des situations où c'est pas forcément des enfants qui sont
euh, qui ont des privilèges parce que la situation est difficile. Par exemple, effectivement, moi j'ai entendu souvent des femmes, des belles-mères se plaindre du fait que quand leurs beaux-enfants venaient, ils avaient le droit de tout faire parce que leur mari a des sentiments de culpabilité vis-à-vis de ses enfants, ou parce qu'il ne les voit pas souvent et que du coup, quand il les voit, voilà, c'est un régime un peu spécial. Bon, je pense pas que ces enfants soient des enfants rois pour autant qu'ils soient des enfants gâtés. Simplement, effectivement, la situation fait que bah, c'est compliqué pour un homme qui voit ses enfants une fois tous les 15 jours de faire de l'autorité bon, et de passer un moment qui n'est pas forcément agréable pour qui que ce soit, alors que le temps est assez restreint. Donc il faut aussi comprendre voilà, que la situation, elle est un peu compliquée, mais qu'il faut aussi du temps pour mettre en place tout ça et effectivement ne pas renoncer à l'éducation pour autant. C'est-à-dire que, euh, effectivement, même si on ne voit pas ses enfants très souvent, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont être autorisés à faire n'importe quoi à la maison. Bon, ça dépend de quelle façon on leur signifie. Et là encore, tout est un peu dans le tact et dans une présence bienveillante qui peut faire passer des messages. Et ces messages, je pense que dans ces conditions, ils sont entendus. Mais, euh, mais je pense que effectivement, ce qui a l'air d'être un privilège pour certains enfants quand les pères ne veulent pas faire trop d'autorité quand ils voient leurs enfants, c'est plus un handicap pour eux qu'un privilège. Comment ça? Bah, dans la mesure où finalement les enfants ont besoin d'être traités justement. Ils se comparent entre eux, les enfants aussi. Et quand un enfant, voilà, dans la famille recomposée, a le droit de tout faire, quand d'autres enfants, voilà, qui ne sont pas du même lit, ont d'autres obligations, bah, finalement, ces enfants-là, ils ont l'impression que ils sont un peu oubliés d'une certaine façon. Finalement, ils préféreraient être punis et se dire, bah, je suis traité comme les autres. Parce que là, ne pas avoir de remarques ou avoir trop de liberté, finalement, ça leur fait penser parfois, je dis ça parce que j'ai entendu des enfants enfin, devenus un peu plus grands le dire, c'est bah, finalement je peux tout faire et les adultes s'en foutent. Donc il y a un certain sentiment de négligence finalement quand on ne traite pas les enfants de la même façon. Hmm. Enfin, vous soulignez que la famille recomposée est une seconde chance. Chaque adulte du couple peut à nouveau avoir une chance de guérir ses souffrances qui n'ont pas pu être guéries dans le couple précédent. Et c'est également une opportunité d'épanouissement pour les enfants. Est-ce que vous avez des exemples de réussite de familles recomposées que vous avez vues dans votre cabinet ou autre? Oui, heureusement hein, il y a des familles recomposées qui marchent bien, même si les débuts parfois sont difficiles, finalement ça se met plutôt bien en place. Alors c'est vrai que du côté du couple, finalement, il y a toujours une espèce de revanche à prendre sur l'enfance quand on se met en couple. La famille recomposée, ça met parfois en échec cette revanche qu'on avait envie de prendre, parce que c'est compliqué, parce on a moins de temps, qu'on est très fatigué, que ça coûte de l'argent, que c'est difficile de se mettre d'accord avec les ex, qu'il y a l'hostilité des beaux-enfants, que finalement on ne trouve pas l'amour qu'on espérait y trouver. Enfin bon, rien n'est simple. Et puis finalement, bah, la plupart du temps, c'est quand dans ces familles-là, on comprend que tout doit
finalement se réorganiser autour du couple, comme je disais, que le socle c'est le couple, et qu'après, voilà, on essaye de trouver une juste façon d'éduquer les enfants, mais ensemble, c'est-à-dire en formant voilà, une petite équipe. Finalement, les choses, elles se mettent plutôt bien en place. Alors, du côté des enfants, c'est vrai qu'il y a aussi des bénéfices qui sont trouvés dans la mesure où, bon, on sait que les parents, finalement, trouvent dans leurs enfants un prolongement narcissique et que ils mettent une certaine pression sur leurs enfants, justement, Vous pour pouvez ne... préciser ce que veut dire le prolongement narcissique? Ben, ce que les parents n'ont pas réussi eux-mêmes, souvent, ils attendent que ce soit leurs enfants qui le réalisent à leur place. Les enfants, oui, les enfants sont chargés voilà, de réussite que n'ont pas pu réaliser les parents. Donc il y a toujours plus ou moins cette espèce de pression-là à, à faire, à rendre les parents fiers, euh, à réaliser quelque chose voilà, qui va pouvoir satisfaire les parents. Les beaux-parents, n'ont pas cette exigence-là avec leurs beaux-enfants, parce qu'il n'y a pas d'enjeu narcissique dans la relation entre les beaux-parents et les beaux-enfants. Donc finalement, le lien qui va se nouer, il va être déchargé de cette exigence-là, il va être un peu plus léger, quand les choses se passent bien, évidemment. Mais ça va être justement la rencontre pour l'enfant de l'altérité d'une certaine façon. C'est un adulte, il peut avoir un autre discours, il peut voilà, apporter des choses nouvelles par rapport à ce que peuvent apporter les parents. Donc effectivement, ça peut être une chance de découvrir d'autres horizons sans pression. Oui, c'est ça, oui. Bah, c'est l'altérité, quoi, d'une certaine façon. Et enfin, en quelques mots pour conclure cette interview, est-ce que vous auriez quelques conseils généraux et simples à donner à ces familles recomposées? Un peu des mots-clés. Bah alors, le premier que je donne, moi, c'est laisser du temps au temps, parce que rien ne se fait en un jour, hein. La recomposition familiale, elle part pas seulement du fait que deux adultes se rencontrent et tombent amoureux. Après, il y a quand même tout un travail pour tout le monde à faire, tout un travail psychique. Et puis, voilà, entre les beaux-parents et les enfants, il faut pouvoir se connaître, s'apprivoiser, se faire confiance. Et puis pour ça, il faut quand même du temps, pas mal de temps. Alors, il ne faut pas que l'amour soit imposé, parce qu'il y a des... J'ai vu dans des recompositions où les adultes demandaient aux enfants de s'aimer entre eux, aux enfants d'aimer leurs beaux-parents, voire même de les appeler papa ou maman. Donc bon, voilà, ces choses-là, on évite. On n'a pas à s'aimer d'emblée, l'amour ça se commande pas, donc on n'a pas à s'aimer d'emblée. On se respecte. Ça, par contre, c'est quand même une chose sur laquelle il faut tenir. Je pense que les adultes peuvent aussi demander aux enfants de faire un peu des efforts par rapport à ce respect pour que la vie familiale soit au moins, voilà, même si les liens d'amour ne se font pas tout de suite, que au moins ce soit respectueux. Moi, ce que je propose souvent, c'est de faire des conseils de famille de temps en temps. Voilà, que chacun puisse, enfin, que tout le monde se mette autour de la table, que chacun puisse avoir un temps de parole où on ne lui coupe pas la parole, où il peut s'exprimer, dire ce qui va pas, ce qu'il aimerait voir changer, voilà, toutes les injustices que certains peuvent ressentir.
Et généralement, ça marche bien. Parce que de toute façon, bon, je suis psy, donc c'est un peu une évidence ce que je vais dire, mais c'est vrai que sans la parole, on n'arrive pas à grand-chose. Quand on arrive à formuler les choses, eh ben on se comprend. On se comprend mieux en tous les cas, et puis ben, on trouve des solutions pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est important. Ce que je disais, c'était que voilà, j'ai insisté plusieurs fois là-dessus, c'est que le socle de la famille, c'est le couple. Donc voilà, les adultes doivent faire équipe, si possible, faire équipe avec l'autre parent. C'est pas toujours possible et c'est pas toujours évident, mais au moins faire équipe dans la famille recomposée, c'est déjà pas mal. Voilà, parce que c'est quand même ce qui permet que tout puisse quand même s'organiser effectivement de manière cohérente à partir de ça. Quand il y a voilà, des incohérences dans le couple, des manières de fonctionner trop différentes et que voilà, il y a une façon d'éduquer les enfants de manière différente, ça peut pas marcher. Donc se parler vraiment tous en fait. Hein. Ouais, ouais. Oui, oui, mais alors se parler d'abord dans le couple. C'est, alors si vous voulez, c'est aussi ce qui permet, voilà, à donner une certaine autorité aux beaux-parents. Quand je dis autorité, c'est pas de l'autoritarisme. Hein. Une autorité, c'est ce qui structure, surtout quand les enfants sont petits et qu'il faut les aider à grandir. Il faut qu'il y ait voilà, une autorité structurante et bienveillante. Alors là, c'est pareil, il ne faut pas non plus que les beaux-parents essayent de faire de l'autorité de manière trop brutale et trop rapide, parce qu'il faut que les enfants puissent l'accepter. Donc ça se met en place, encore une fois, avec tact et subtilité. Et avec du Mais temps. mais il faut que ça se mette en place parce que c'est aussi cette autorité-là qui va permettre que l'enfant ait confiance et puisse s'appuyer sur les adultes. Je vous dis, c'est ce qui structure, alors c'est important. Très bien. Eh ben merci beaucoup.